Construite sur un îlot sablonneux situé au milieu de la Susquehanna, en Pennsylvanie, la centrale nucléaire de 3 Mile Island n'était qu'à une quinzaine de kilomètres en aval de Harrisburg, la capitale de cet État de l'Est des États-Unis. À la pointe de la technologie, le réacteur numéro 2 fournissait de l'énergie depuis bientôt 1 an. 3 Mile Island était une usine imposante. Quand on découvrait ces grosses tours qui crachaient de la vapeur en plein milieu du fleuve, c'était vraiment impressionnant. C'était superbe, le fruit de technologies les plus modernes, capables de produire de l'électricité à un prix défiant toute concurrence. Les habitants des environs s'étaient progressivement habitués à la présence de cette gigantesque forteresse de béton. Pour eux, le mercredi 28 mars 1979 commença comme tous les autres jours. Ils ignoraient que l'enchaînement de circonstances qui allait donner lieu au plus grave accident nucléaire de toute l'histoire des États-Unis était déjà en marche. Tout avait commencé avant l'aube par une simple panne de tuyauterie. Une petite soupape s'était ouverte afin d'empêcher que la pression ne s'élève trop au sein du réacteur. Malheureusement, un incident s'était produit et cette soupape ne s'était pas refermée, à l'insu des responsables de la salle de contrôle. L'eau du circuit de refroidissement s'était écoulée à l'extérieur, provoquant une augmentation de la température du cœur du réacteur. Cette simple panne technique eut des conséquences d'autant plus graves qu'elle se doubla d'une erreur humaine. Confrontés à des données contradictoires qu'ils ne parvenaient pas à interpréter, les responsables du réacteur décidèrent de fermer le système de refroidissement de secours qui aurait fait baisser la température du cœur. Si les opérateurs de 3 Mile Island n'étaient pas intervenus en fermant les pompes, la centrale aurait résolu le problème toute seule. Tout avait été prévu au niveau de la conception, sauf l'éventualité d'une intervention humaine. En coupant le circuit de refroidissement de secours, les opérateurs ont cru éviter le pire, alors qu'en fait, ils ont précipité la catastrophe. Quelques minutes plus tard, le pupitre de contrôle s'affole. Des centaines de voyants lumineux se mettent à clignoter dans un concert de sirènes d'alarme. L'un des opérateurs présents dans la salle se souvient que le tableau de contrôle ressemblait à un vrai sapin de Noël. Les opérateurs ont été submergés par une avalanche d'alertes auxquelles ils ne pouvaient absolument pas répondre en temps réel. Ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient en traitant en priorité ce qui leur semblait être le plus urgent. L'ordinateur croulait littéralement sous les données. Il était débordé. Il mettait un temps fou à les analyser et à donner un diagnostic. Entre le moment où il recevait les informations et celui où il en donnait une interprétation, il s'écoulait une demi-heure. Dès le début de la matinée, la partie découverte du cœur commence à chauffer. La température au sein du réacteur atteint déjà 2400 degrés. À 2900 degrés, c'est la fusion, le fameux syndrome chinois. Dans un scénario de ce type, le cœur se serait transformé en une masse incandescente en fusion. Il serait passé à travers le socle de béton de la centrale pour atteindre la nappe phréatique qui se trouve juste en dessous. Le sol se serait fracturé dans toutes les directions et des geysers d'eau radioactive auraient jailli dans les airs en pleine ville au milieu des parkings. Un nuage de mort se serait alors abattu sur la ville de Harrisburg, à quelques kilomètres au nord. Pourtant, les responsables de la salle de contrôle sont persuadés qu'ils ont la situation en main et que le cœur du réacteur est toujours sous l'eau. Aucun d'eux ne peut imaginer que 3 Mile Island court à la catastrophe. Pour la plupart d'entre nous, cela faisait des années que nous étions dans le secteur du nucléaire. Et un tel accident était quelque chose d'absolument impensable. Nous étions persuadés que tout était archi-sécurisé, que rien ne pouvait arriver. C'est cette certitude, je crois, qui nous a empêchés de nous rendre compte de la gravité de l'accident qui s'était produit. Tandis que les opérateurs tentent de comprendre ce qui s'est passé, le reste du personnel de la centrale, inquiet, converge vers la salle de contrôle. À 6h15 du matin, alors qu'il y avait déjà une cinquantaine ou une soixantaine de personnes agglutinées autour du centre névralgique de la centrale, un signal d'alarme se déclenche. Radiation dans la salle de contrôle. Ça a dû faire l'effet d'une douche froide. L'eau contaminée qui s'est échappée par la vanne restée ouverte se déverse maintenant dans un bâtiment voisin, répandant des gaz radioactifs dans toute la centrale.
Les radiations menacent désormais le milieu extérieur. Le responsable de service ce matin-là s'appelle Gary Miller. Il décide d'enclencher la procédure d'alerte générale, une première dans l'histoire de l'industrie nucléaire américaine. Masque à gaz à portée de main, les opérateurs de la centrale resteront jusqu'au bout à leur poste. D'après les compteurs, le niveau de radiation à l'intérieur du caisson étanche atteint 10 000 rems à l'heure, une dose mortelle au bout de quelques minutes d'exposition. Le drame couve silencieusement depuis 4 heures au cœur de 3 Mile Island. Lorsque peu après 8 heures du matin, une station de radio locale apprend qu'il se passe quelque chose d'anormal dans la centrale. Les premières indications d'un problème à 3 Mile Island nous ont été données par notre envoyé permanent chargé de la circulation. Il était en voiture en train de faire le point ce matin-là. Il nous a appelés pour nous dire qu'il avait remarqué des choses bizarres et pour nous demander si nous étions au courant. Je lui ai dit que je ne voyais pas ce qu'il voulait dire et il m'a répondu qu'apparemment, les pompiers et les services d'urgence convergeaient vers la centrale. Et il a ajouté qu'il n'y avait plus de vapeur qui sortait des tours de 3 Mile Island. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose de bizarre et j'ai appelé la centrale. La standardiste semblait avoir été éprouvée par les événements de la matinée. Elle m'a à peine écouté avant de me passer la salle de contrôle. Un type m'a répondu, je me suis présenté. Il y avait beaucoup de bruit derrière, des éclats de voix. Je lui ai demandé si les pompiers se trouvaient sur les lieux. Il m'a répondu, je ne peux pas vous parler pour l'instant, nous avons un problème. Il avait effectivement un problème. C'est le moins qu'on puisse dire. Une information importante vient de tomber. Mike Vintek, que se passe-t-il? Bonjour Jim. La procédure d'alerte générale a été déclenchée ce matin à la centrale de 3 Mile Island, exploitée par Metropolitan Edison. Un porte-parole de la compagnie a indiqué qu'un incident s'était déclaré sur une pompe du circuit hydraulique. Des informations concernant l'accident commencent à filtrer à l'extérieur. Le gouverneur de la Pennsylvanie, Dick Thornburg, est mis au courant par ses collaborateurs. Dès l'instant où j'ai appris qu'un accident s'était produit dans une centrale nucléaire, j'ai su que nous nous trouvions face à un problème extraordinaire. Dick Thornburg fait immédiatement intervenir son adjoint William Scranton, également président du Conseil de crise de l'État. C'était une situation sans précédent. Ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait voir, toucher ou même sentir. Il s'agissait de radiation et le mot seul suscitait une véritable terreur dans la population. La société Metropolitan Edison, propriétaire de la centrale de 3 Mile Island, assure William Scranton qu'aucun rayonnement n'a été détecté hors de l'enceinte de l'installation. La société Metropolitan Edison nous a informé qu'un incident était survenu sur le réacteur numéro 2 de la centrale de 3 Mile Island. La situation est sous contrôle. Il n'y a pas et il n'y a jamais eu la moindre menace pour la santé publique. Dans sa première déclaration à la presse, le gouverneur adjoint reprend sans les mettre en doute les assurances que lui a données l'exploitant de la centrale. Il ne va pas tarder à regretter cette confiance. J'ai annoncé le matin même qu'il n'y avait pas eu d'irradiation notable à l'extérieur de la centrale, pour apprendre quelques minutes plus tard que c'était faux. Le sentiment d'indignation que j'ai éprouvé à ce moment-là m'a mis dans une colère mémorable. Je ne l'ai toujours pas digéré. J'ai compris que nous ne pouvions pas faire confiance à Metropolitan Edison et que nous devions aller chercher ailleurs les informations dont nous avions besoin pour agir. Dès le début de l'après-midi, la presse nationale commence à faire le siège de l'observatoire de la centrale. C'est la première fois que Metropolitan Edison se trouve confrontée à une situation de ce genre. Surprise par cette ruée médiatique, l'entreprise choisit comme porte-parole un certain Jacques Herbane, un ingénieur qui n'a jamais eu de contact avec la presse. Vous me demandez pourquoi nous n'avons pas averti la population. L'incident s'est produit ce matin vers 4 heures. Les systèmes de secours ont fonctionné comme ils l'auraient dû. Lors de la première conférence de presse, ils ont cherché à minimiser l'importance de ce qui s'était passé. C'était un simple accident, une vanne qui avait fui, provoquant une montée en température. La centrale avait été arrêtée et tout allait rentrer dans l'ordre. La situation est en cours d'amélioration, comme je l'ai dit. Les systèmes de refroidissement fonctionnent correctement. Le réacteur devrait bientôt avoir retrouvé sa température normale. À en juger par cette première conférence de presse, on aurait pu croire que tout allait être réglé en 24 heures. C'est visiblement ce qu'ils voulaient nous faire croire. Je n'y ai pas cru. Et je n'ai pas été le seul.
Maire de Middletown, une petite ville située juste en amont de 3 Mile Island, Robert Reid s'inquiète du rayonnement qui pourrait s'échapper de la centrale. Je me souviens très bien d'un certain Irvine. Quand je lui ai demandé au moment de l'accident s'il y avait des risques de radiation, il m'a pris de haut et m'a dit en gros, monsieur le maire, vous n'y connaissez rien en énergie nucléaire. L'expert ici, c'est moi. Que vous a dit l'exploitant de la centrale concernant les risques éventuels? J'ai parlé avec un représentant de la compagnie qui m'a assuré qu'il n'y avait absolument pas lieu de s'inquiéter. Et cette réponse vous satisfait? Souhaitez-vous des éclaircissements? Nous allons demander une réponse plus précise. C'était un mercredi. J'étais très en colère. D'ailleurs, je le suis toujours. J'étais très contrarié par la manière dont les choses se déroulaient et par la façon dont on nous mentait. Le jour même, la Commission fédérale de réglementation de l'industrie nucléaire met en place une cellule de crise à Bethesda, dans le Maryland. Elle dépêche également plusieurs inspecteurs sur le terrain. Nous sommes entrés dans le bâtiment qui abritait la turbine. On avait l'impression d'être dans une ville fantôme. Il n'y avait personne, sauf 2 employés, qui portaient des combinaisons de protection et des appareils respiratoires. C'était totalement inattendu, car nous étions dans une partie de la centrale qui normalement n'était soumise à aucun rayonnement particulier et où le port d'un tel équipement n'était pas nécessaire. On a tout de suite compris qu'il se passait quelque chose de très grave. Une nouvelle surprise attend les inspecteurs de la commission dans la salle de contrôle. Tous les gens qui se trouvaient dans la salle de contrôle portaient des appareils respiratoires. Cela compliquait singulièrement les communications entre les opérateurs et leurs supérieurs, entre eux et nous, ainsi que les conversations téléphoniques avec l'extérieur. Ils parlaient tous à travers un filtre, parce qu'ils portaient un appareil respiratoire. Et quand ils parlaient au téléphone, quand ils essayaient d'expliquer ce qui se passait aux gens de Washington, c'était difficilement audible. À 2 ou 3 reprises, j'ai retiré mon masque pour parler au téléphone, vite fait, avant de le remettre. J'essayais de tout expliquer le plus rapidement possible. Il fallait absolument qu'on arrive à communiquer avec l'extérieur. Il n'y a pas de ligne téléphonique directe entre la salle de contrôle et la cellule de crise de Bethesda. Les 2 équipes sont simplement reliées par 2 lignes normales saturées en permanence. C'est une urgence nationale. Désolé, la ligne est occupée, je ne peux pas faire le numéro. Vous ne pouvez pas en réquisitionner une autre? Toutes les lignes de la salle de contrôle sont occupées. Pendant 5 heures, les ingénieurs de la firme Babcock et Wilcox, qui a conçu le réacteur, vont essayer de contacter la centrale depuis leur bureau de Virginie. Les concepteurs de la centrale, qui se trouvaient à Lynchburg, ne parvenaient pas à obtenir la salle de contrôle. Ils étaient obligés de passer par un bureau local de la Commission de réglementation de l'industrie nucléaire en Pennsylvanie, qui transmettait les questions au réacteur numéro 1, situé au nord du lieu de l'accident, d'où un coursier filait jusqu'au réacteur numéro 2. Celui-ci enregistrait les données des appareils et repartait au réacteur numéro 1. Les ingénieurs recevaient ainsi des données de 4e main peu fiables, et la plupart des conseils qu'ils donnaient aux opérateurs ne leur parvenaient pas. Le mercredi, en fin d'après-midi, un message urgent de Babcock et Wilcox parvient enfin à la salle de contrôle. Il faut rétablir la circulation d'eau autour du cœur. Les opérateurs redémarrent les pompes. La température et la pression à l'intérieur du réacteur commencent immédiatement à baisser et se stabilisent. 16 heures après le début de l'accident, la situation semble être maîtrisée. Cette première phase d'un véritable cauchemar nucléaire semble désormais n'être plus qu'un mauvais souvenir. La télévision nationale s'empresse de rassurer les téléspectateurs. Tout est rentré dans l'ordre. Il s'agit probablement du plus grave accident nucléaire que nous ayons jamais connu. On ne déplore apparemment aucun cas de contamination grave. À Washington, le président Jimmy Carter suit les événements de près. Lui-même, ingénieur spécialiste du nucléaire, il sait très bien que si le cœur est atteint, les conséquences peuvent être catastrophiques. Le jeudi matin, c'est-à-dire le lendemain de l'accident, le directeur de la NRC, Joseph Hendry,
comparaît devant la sous-commission de la Chambre des représentants chargée des questions d'énergie. Lorsqu'on vous a demandé où se situait le niveau de l'eau par rapport au sommet des barres de contrôle, vous avez répondu que vous ne saviez pas à quelle distance de la surface de l'eau se trouvaient les barres. Si vous ne le savez pas, sur quoi vous basez-vous pour dire que nous étions proches ou non d'une fusion du cœur? Je crois qu'en m'appuyant sur un ensemble d'éléments constatés lors de cet incident, je peux dire que nous étions très loin du point où le cœur serait entré en fusion. C'est mon sentiment. Personne au sein de la NRC n'envisageait sérieusement que le cœur puisse entrer en fusion. Je crois qu'il y avait une sorte d'état d'esprit, une mentalité de type Titanic, qui faisait qu'on estimait que cette centrale avait été trop bien conçue pour qu'un accident nucléaire grave puisse survenir. L'accident de 3 Mile Island s'est produit à un moment où une part croissante de l'opinion publique américaine s'inquiète des dangers du nucléaire. Pour beaucoup de gens, la commission de réglementation de l'industrie nucléaire était de mèche avec les entreprises qui exploitaient les centrales, et pas uniquement 3 Mile Island. Cette commission aurait dû être baptisée Commission de promotion de l'industrie nucléaire. La crise économique des années 1970 avait servi de tremplin à l'énergie nucléaire. Entraîné par une série de pénuries, le prix du pétrole avait décuplé entre 1972 et 1979. Alléchés par la perspective d'une énergie produite à moindre frais, les fournisseurs d'électricité avaient commandé des dizaines de centrales nucléaires. Nous n'avions aucun moyen de limiter le nombre de centrales qui nous soumettaient une demande d'agrément. Nous étions un peu comme un bureau qui délivre des permis de conduire avec des gens qui font la queue devant la porte en attendant de passer leur code. Nous disions souvent en riant que nous allions être obligés de recruter des gens dans la rue car nous croulions sous le travail. Pour vous donner une idée, l'examen d'une centrale nous demandait l'équivalent de 12 ans de travail pour une personne seule, alors que l'installation examinée avait demandé des millions d'heures d'études et de réalisations. L'audit que nous menions était donc nécessairement très limité. Les constructeurs sont passés sans transition de petites centrales pilotes produisant une centaine de mégawatts, qui n'étaient que des prototypes, des installations de démonstration, à des centrales géantes capables de produire des milliers de mégawatts, comme celle de Zion, de Dresden ou de 3 Mile Island. Mais ils ne maîtrisaient pas totalement ces installations gigantesques. La vanne responsable de l'accident de 3 Mile Island était déjà tombée en panne à 11 reprises dans d'autres centrales. Pourtant, ni le concepteur du réacteur, ni la NRC n'avaient cherché à remédier au problème ou tirer la sonnette d'alarme. Si le problème avait été signalé et que l'ensemble des centrales du même type avaient été averties, il n'y aurait jamais eu d'accident à 3 Mile Island. On n'aurait jamais entendu parler de ce banc de sable au milieu de la Susquehanna. Vers le milieu des années 70, un certain nombre de personnes ont quitté la NRC parce qu'elles estimaient que l'accent n'était pas suffisamment mis sur les questions de sécurité. Pour simplifier, l'état d'esprit qui régnait au sein de la commission était le suivant. On avait déjà pris assez de précautions et il était superflu d'en faire plus. Celui qui avait des inquiétudes concernant telle ou telle centrale et qui s'interrogeait sur l'opportunité de lui accorder un permis d'exploitation devait avoir une sacrée force de caractère et des preuves solides pour oser troubler le fonctionnement de cette machine bien huilée. Il ne s'était jamais produit d'incident grave, donc on était tranquille. En tout cas, il ne s'était jamais produit d'incident suffisamment grave. Le gouverneur Dick Thornburg n'était pas totalement rassuré. La NRC lui avait garanti que tout danger était écarté, mais il voulait en avoir le cœur net. Je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on aille voir sur place pour se rendre compte de nous-mêmes, de la situation. J'avais 30 ans à l'époque. Je suppose que je n'avais pas vraiment conscience de ma propre vulnérabilité, et j'ai décidé d'y aller moi-même. 3 Mile Island se trouvait en plein milieu de la Susquehanna, dans une région de grande culture. Les bâtiments sont isolés, en pleine campagne. Quand on arrive, on les voit se dresser devant soi, tels de gigantesques et magnifiques symboles de la puissance de la société technologique, de sa capacité à faire le bien, mais aussi à faire le mal. Je savais qu'il s'était passé quelque chose à l'intérieur, quelque chose que je ne comprenais pas vraiment et qui représentait un très gros danger potentiel.
En arrivant sur l'îlot, le gouverneur adjoint demande à voir le bâtiment d'où se sont échappées les radiations. Avant de pénétrer dans la zone contaminée, il doit revêtir une combinaison de protection. On a l'impression d'être un astronaute en train de mettre sa combinaison spatiale pour aller faire un tour dehors. On m'a donné des bottes qui remontaient par-dessus le pantalon. J'ai dû mettre plusieurs couches de vêtements protecteurs. J'ai mis 3 quarts d'heure à m'habiller et à disposer un peu partout des appareils de mesure de radiation auxquels j'allais être exposé. Je me revois entrer dans le bâtiment. J'avoue que j'étais de plus en plus nerveux à mesure que j'avançais. Quand je suis entré dans le local, j'ai vu que le sol était inondé. Un peu comme si vous aviez une fuite dans votre cave. Sauf que là, nous étions dans le bâtiment de service d'une centrale nucléaire. Je me suis rendu compte que toute cette zone était très contaminée. Mais cette visite m'a permis d'avoir une vision plus claire de ce qui se passait. Nous venons de passer 2h30 sur le site. Lors de mon passage à la centrale, j'ai été exposé à environ 80 millirem. Et je me sens bien. Cette visite a finalement rassuré William Scranton. Il a pu constater la présence d'eau contaminée, mais il considère que le problème devrait pouvoir se régler. Mais lorsque le jour se lève, le lendemain matin, la centrale semble de nouveau à la dérive. On annonce qu'un important nuage de gaz radioactif s'est échappé de 3 Mile Island. Dans les minutes qui suivent, Dick Thornburg reçoit un coup de téléphone d'un membre de la NRC qui lui recommande de faire évacuer la population. Nous nous sommes retrouvés dans mon bureau avec tous mes collaborateurs et nous avons essayé de comprendre pendant 3 quarts d'heure ce qui pouvait avoir poussé les autorités de Washington à émettre une telle recommandation. La question qui était au centre des débats était de savoir s'il fallait donner l'ordre d'évacuation. L'idée d'avoir à déclencher un exode de masse ne réjouissait guère Dick Thornburg. Il avait quelque temps auparavant demandé à l'un de ses collaborateurs de faire le point sur les différents plans applicables en cas d'urgence en Pennsylvanie. Le rapport qu'il m'a fait sur les différents plans d'évacuation prévus dans la région était pour le moins accablant. Je me souviens très bien, par exemple, des schémas d'évacuation élaborés par les 2 comtés qui se trouvaient de part et d'autre du fleuve. Le comté de Dauphin, où se trouve Harrisburg, et le comté de Cumberland, sur la rive d'en face. Les 2 schémas prévoyaient d'évacuer les populations par le même pont. Les habitants des 2 rives devaient donc se retrouver face à face au milieu du pont. Il appartient à Dick Thornburg, en tant que gouverneur de l'État, de faire ou non évacuer la zone. Celui-ci sait que de toute façon, sa décision sera lourde de conséquences. Il tient absolument à avoir l'avis du président de la NRC. Il va devoir s'en passer. À Washington, Joseph Hendry n'est toujours pas parvenu à se faire une opinion. Les informations de Thornburg ne sont pas claires et les miennes sont inexistantes, confiera-t-il découragé à l'un de ses collaborateurs. On dirait 2 aveugles en train d'essayer de trouver leur chemin. Tandis que le gouverneur attend que le président de la NRC lui réponde, les sirènes d'alerte se mettent à retentir en plein centre de Harrisburg. C'était comme si j'avais reçu un coup de couteau en pleine poitrine. Je ne comprenais pas ce qui se passait ni d'où ça venait. Quelqu'un avait déclenché le système d'alarme de Harrisburg. La rumeur d'une évacuation imminente parcourut la ville comme une traînée de poudre. Avis à la population. L'état d'urgence a été décrété à la centrale de 3 Mile Island. Vous êtes invités à rester chez vous et à garder vos fenêtres fermées. La réalité semblait vouloir imiter la fiction. Une dizaine de jours plus tôt, un film intitulé « Le syndrome chinois » était sorti sur les écrans. Son sujet, une catastrophe nucléaire aux États-Unis. Je ne sais pas, mais je crois que le cœur a failli émerger. Si tel est le cas, nous sommes passés tout près du syndrome chinois. Si ça s'était produit, le nombre de victimes aurait essentiellement dépendu de la direction du vent. Une région grande comme la Pennsylvanie serait devenue définitivement impropre à toute vie humaine.
Il faisait très beau. C'était une belle matinée ensoleillée. Mes fenêtres étaient ouvertes. Le téléphone a sonné. C'était ma sœur qui m'appelait de Los Angeles. Elle m'a dit qu'il fallait absolument que je parte le plus vite possible. Les gens vous appelaient des 4 coins des États-Unis pour vous dire de filer avant qu'il ne soit trop tard. Inquiets, les habitants de la région s'attendent au pire. Mes voisins m'ont proposé de venir chez eux. Ils m'ont dit qu'ils avaient des armes, une tronçonneuse et une grosse camionnette, qu'ils avaient l'intention de rejoindre la nationale et qu'aucun obstacle, aucun barrage ne les arrêterait. Ils étaient prêts à se battre pour passer. Il était totalement illusoire d'imaginer qu'on pouvait évacuer la région dans le calme. Dick Thornburg sait pertinemment qu'il doit agir très vite pour endiguer la panique qui est en train de s'emparer de la population. Peu après 10 heures du matin, il reçoit enfin des informations plutôt rassurantes. L'intensité du rayonnement émis à l'extérieur du réacteur a, semble-t-il, été largement surestimée. Une erreur de chiffre s'est glissée dans la masse des données contradictoires qui a été transmise. La nouvelle ne suffit cependant pas à calmer les esprits. L'accident de 3 Mile Island fait désormais la une de la presse du monde entier. Des centaines de journalistes affluent vers Harrisburg. Parmi eux, un certain Mike Gray. Ingénieur de formation, il couvre l'événement pour un grand titre de la presse américaine. Il est également l'auteur du scénario du film Le syndrome chinois. Lors d'une réunion dans les bureaux d'un grand quotidien new-yorkais, le responsable de la rédaction est monté sur son bureau et a lancé « Qui a vu le syndrome chinois ?» 3 types ont levé la main. Ils ont été envoyés tous les 3 à Harrisburg. Le film est vite devenu le point de référence pour la presse. À 11 h, Metropolitan Edison convoque une nouvelle conférence de presse, mais les journalistes sont de plus en plus soupçonneux. Les émissions d'hier restent dans les limites de ce qui est acceptable. De plus, je ne vois pas pourquoi nous devrions vous expliquer dans les détails tout ce que nous faisons. Pourquoi, Jack? Parce que nous vivons dans la région et que nos vies dépendent justement de ce que vous êtes en train de faire. Monsieur Irvine, ne pensez-vous pas que vous avez la responsabilité d'informer le million de personnes qui vivent aujourd'hui dans les environs de la centrale? Les journalistes ont commencé à devenir plus pressants. Les questions étaient de plus en plus précises et documentées. Ils exigeaient des réponses. Irvine n'arrêtait pas de se dérober. À la fin, l'atmosphère est carrément devenue agressive. Je suis ici pour tenter de calmer les peurs et les inquiétudes de tout le monde. Et pour vous dire que... Je me souviens que j'étais furieux. J'ai posé une question à Jack Irvine en criant quelque chose comme « Votre truc est entré en fusion, c'est ça? Dites-le, dites-le !» À ce moment-là, je n'étais plus un journaliste, mais un type qui vivait dans la région et qui était vraiment très en colère. En fin de matinée, le gouverneur reçoit enfin un appel de Joseph Hendry. Le président de la NRC lui recommande à titre de précaution de procéder à une évacuation partielle. Conformément à l'avis du président de la NRC, je conseille aux femmes enceintes et aux enfants en bas âge, se trouvant dans un rayon de 8 km autour de la centrale, de quitter ce périmètre jusqu'à nouvel ordre. Cette recommandation va précipiter le mouvement de panique que Dick Thornburg cherchait précisément à éviter. Dans les jours qui suivent, 140 000 personnes quittent la région. Les gens ont tout laissé en plan, sont rentrés chez eux, ont chargé leurs voitures et sont partis avec femmes et enfants. Je me revois sur le trottoir à regarder passer les voitures. Les gens baissaient leurs vitres en passant et me demandaient de veiller sur la ville pendant leur absence. Je trouvais ça un peu fort. Il fallait que je reste là à risquer ma peau en veillant sur leur maison, pendant qu'eux, ils prenaient la fuite. La situation commençait vraiment à dégénérer. Nous sommes partis en catastrophe le vendredi. Nous n'avons presque rien pris avec nous.
Je me revois très bien dans la voiture, roulant sur la nationale et regardant défiler le paysage. Je me disais que toute cette campagne, si belle, si riante, allait être détruite, qu'elle allait être contaminée et devenir inhabitable pour les siècles à venir. Je regardais les moindres détails en essayant de les imprimer au plus profond de moi, car j'étais persuadée que je ne reverrais plus jamais tout ça. Mon père ne voulait pas partir. Il ne voulait pas quitter son quartier. Il voulait rester pour monter la garde. Nous nous sommes dit au revoir le plus simplement possible, sans paroles superflues. Je crois qu'on s'est dit au revoir, à bientôt. Donne-moi des nouvelles, je te dirai comment ça se passe. Je crois que ça a été l'un des moments les plus pénibles de toute mon existence. Il fallait que je parte. C'était horrible. À la Maison-Blanche, Jimmy Carter s'inquiète sérieusement de l'évolution de la crise. Il tente pendant 1 heure d'obtenir le gouverneur au téléphone, mais toutes les lignes sont encombrées. Nous avions une ligne d'urgence, non? Où est-ce qu'elle est passée, cette ligne? Il faudrait la rétablir. C'était sur la 3. Oui, et pendant ce temps-là, notre téléphone rouge ne fonctionne pas. Lorsque le président Carter parvient enfin à parler à Dick Thornburgh, celui-ci lui fait part de son sentiment d'impuissance. Le gouverneur se sent trahi par Metropolitan Edison et par la NRC. Il demande au président de lui envoyer une personne de confiance. Quelques heures plus tard, Harold Denton arrive à Harrisburg en tant que représentant personnel de Jimmy Carter. Lorsque j'ai accepté cette mission, je me considérais un peu comme un pompier qu'on envoyait éteindre un incendie. Nous étions tous réunis depuis 3 jours dans le grand bureau lambrissé du gouverneur et nous étions vraiment laminés. Nous ne savions plus à quel saint nous vouer. On nous a appelés pour nous dire que Harold Denton était en bas à l'accueil. Le gouverneur m'a immédiatement demandé d'aller le chercher. Je suis descendu, j'ai ouvert la porte et il est entré. Il s'est présenté très simplement. Je me suis présenté à mon tour et tout de suite, j'ai senti que c'était l'homme de la situation. La première fois que j'ai vu Harold Denton, c'était à la télévision. Il semblait très calme, il parlait doucement, avec un accent traînant du Sud. Il avait un ton rassurant qui vous mettait à l'aise. Il donnait une impression générale de sécurité. Nous avions besoin d'être rassurés. C'est ce qu'a fait Howard Denton. Tandis que Howard Denton calme les esprits à Harrisburg, la tension monte au sein de la NRC. Roger Madsen, l'un des ingénieurs les plus expérimentés de la commission, a analysé les données en provenance de la salle de contrôle de la centrale. Il a découvert la présence au-dessus du cœur d'une bulle d'hydrogène à l'état gazeux. Celle-ci risque d'empêcher le cœur de se refroidir et de provoquer sa fusion. Le rapport de Roger Madsen au président de la commission est très inquiétant. J'ai expliqué que le réacteur touché était dans un état que nous n'avions pas prévu, que le cœur était très sérieusement endommagé. Je crois que j'ai employé le terme de course de chevaux pour qualifier la situation. Comment voulez-vous qu'on fasse sortir cette bulle de là? C'est une course de chevaux, on la gagne ou on la perd. Je ne vois pas ce qu'on cherche à protéger à ce stade. Je pense que nous devrions évacuer les gens. J'ai mis le peu de poids que j'avais dans la balance pour qu'on fasse évacuer la population. J'ai demandé à Hendry pourquoi il n'ordonnait pas l'évacuation de la zone. J'estimais qu'il fallait éloigner les riverains les plus proches. Craignant une nouvelle fausse alerte, Joseph Hendry hésite. Pour la première fois, on évoque dans les médias la possibilité d'une fusion du cœur.
Nous vivons une journée comme le monde n'en a jamais connue. Nous sommes aujourd'hui confrontés aux conséquences possibles de ce qui pourrait être le plus grave accident nucléaire civil de toute l'ère atomique. Tous les éléments sont réunis pour que se produise une fusion du cœur d'un réacteur à 3 Mile Island. Ce soir-là, juste avant que le soleil se couche, j'ai regardé le ciel. Je sais que ça paraît idiot, mais je me rappelle très bien la couleur du ciel. Il était étrange, d'un bleu profond, irisé d'orange et de violet. C'était vraiment bizarre. C'était un peu le reflet du trouble que chacun d'entre nous ressentait depuis le début de cette affaire. C'était en tout cas l'image qui me vient à l'esprit quand je pense à ce vendredi, ce fameux vendredi noir. Le samedi matin, Joseph Hendry est au bord de l'épuisement. Comme si l'éventualité d'une fusion du cœur ne suffisait pas, il doit maintenant faire face à une nouvelle menace. Si jamais l'hydrogène présent dans la bulle se mélange avec de l'oxygène, la réaction provoquera une explosion dévastatrice. Le président de la NRC demande à Roger Madsen d'interroger les meilleurs spécialistes américains du nucléaire. À Harrisburg, le gouverneur est de nouveau confronté à un terrible dilemme. En l'absence d'éléments tangibles, Dick Thornburg ne parvient pas à se résoudre à ordonner l'évacuation. Son équipe se prépare cependant à une telle éventualité. Nous nous préparions à évacuer non seulement la population, mais également toute l'administration locale. Il fallait prévoir ce qui se passerait au niveau du gouvernement en cas de fusion et d'émission massive de radiation. Nous devions envisager les scénarios les plus catastrophiques. Non seulement ça, mais il faut bien voir qu'en plus nous étions tous très fatigués, surmenés, terriblement stressés. Pendant ce temps, à Bethesda, les réponses des physiciens contactés par Roger Madsen commencent à arriver. Elles ne laissent guère de place à l'optimisme. Pour Roger Madsen, c'était l'instant de vérité. Quand il a refait ses calculs, il s'est aperçu qu'une de ces variables était fausse. Il pensait que l'explosion risquait de se produire dans 1 ou 2 jours, alors qu'en fait, toutes les conditions étaient déjà réunies pour qu'elle se produise. La centrale pouvait sauter à tout moment. Ils étaient assis sur une bombe à retardement. Pourtant, dans son QG de fortune, installé près de 3 Mile Island, Harold Denton est toujours aussi calme. Il a en effet une vision plus optimiste de la situation, fondée sur les comptes rendus que lui fait son conseiller technique Victor Stello, un ingénieur de la NRC aux compétences reconnues, qui est en liaison avec des professionnels de la filière nucléaire. Le groupe de Washington craignait que les conditions d'une explosion soient d'ores et déjà réunies, tandis que M. Stello et ses conseillers estimaient finalement qu'il n'y avait aucun risque de formation d'un mélange détonant. Le problème était d'arriver à départager les deux points de vue. La vie de dizaines de milliers de personnes dépend de l'issue de ce débat très technique. En fin d'après-midi, la théorie de l'explosion parvient aux oreilles de la presse. Lorsque Harold Denton s'adresse à eux à 23 h, les journalistes présents dans la salle sont au bord de la crise de nerfs. Les reporters qui se trouvaient dans la capitale de la Pennsylvanie, ils étaient des centaines, venaient d'apprendre que ce truc risquait d'exploser. Ça se passait juste à côté d'eux, à un jet de pierre. Ils ne sont pas allés à la conférence de presse en pensant à l'article qu'ils allaient écrire, mais pour savoir s'il fallait qu'ils se sauvent. Nous sommes samedi soir, j'ai 27 ans, et je me dis que je vais bientôt mourir. Parce que les types pleins d'arrogance qui exploitent cette centrale se sont laissés déborder et que leur irresponsabilité va nous tuer. Quelques 500 000 personnes se trouvent toujours à Harrisburg et dans les environs, dans l'attente d'un ordre d'évacuation du gouverneur. Celui-ci a décidé de faire confiance à Harold Denton. Nous ne pensons pas qu'il puisse y avoir d'explosion d'hydrogène, ni dans l'enceinte, ni dans la cuve du réacteur dans un futur proche. Pour sa part, l'équipe de Bethesda était visiblement très inquiète. Mais nous avons choisi de ne pas la suivre dans ses conclusions. Nous n'avons pas été désagréables avec eux, nous les avons écoutés, mais nous avons décidé de faire confiance aux experts qui se trouvaient sur le terrain, et notamment à Harold Denton. Nous avons des jours devant nous avant que le seuil d'inflammabilité soit atteint, et encore davantage avant que le seuil de détonation soit atteint. Et cela, si l'on considère que nous allons rester les bras croisés sans rien faire, au lieu d'essayer d'extraire l'hydrogène accumulé dans la cuve. Dick Thornburg a en outre une nouvelle rassurante à annoncer. Le président Carter va venir nous rendre visite. Il va effectuer personnellement une visite sur le site.
Je crois qu'il s'agit là d'un signe fort, d'une manifestation de confiance qui devrait couper court aux propos alarmistes tenus par certains. Je savais que le président Carter arrivait le lendemain, mais personne dans mon équipe autour de la centrale n'avait d'objection à cette visite, dans la mesure où nous estimions qu'il n'y avait aucun danger. Pourtant, à Washington, beaucoup de gens considéraient qu'il était peut-être pas très sage de la part du président de faire cette démarche. C'était une excellente idée, une très bonne manière de rassurer la population, à condition que la centrale n'explose pas. Or, pour Roger Madsen, 3 Mile Island était une bombe à retardement, prête à exploser à la moindre vibration. Le dimanche matin, Victor Stello se rend à l'église. Il a passé la nuit à tenter de démontrer qu'il n'y a pas de risque imminent d'explosion à la centrale. Je suis allé à la messe, mais j'étais très fatigué. Je croyais que j'allais m'endormir pendant le sermon. Et puis soudain, le prêtre s'est levé et a annoncé que, comme nous risquions d'être tués par 3 Mile Island, il allait nous donner à tous l'absolution. Notre évêque m'a dit, « Georges, tu es le curé de ta paroisse. Il t'appartient de décider ce que tu dois faire et ce que tu dois dire. Inutile de m'appeler pour me demander la permission de faire telle ou telle chose. » J'ai donc décidé en mon âme et conscience de donner une absolution générale. L'absolution est un sacrement de l'Église catholique qui est prononcé lorsque la mort d'une personne est imminente. Elle n'est donnée qu'à ceux qui vont au combat et risquent donc de mourir. Elle vise à absoudre l'intéressé de tous ses péchés. J'avoue que ça a été un moment difficile, chargé d'émotions. C'était très dur. Et puis après, j'ai ressenti une profonde colère en prenant conscience de ce que nous avions infligé à tous ces gens. Nous les avions terrorisés. Ils étaient persuadés qu'ils allaient mourir. Tandis que Victor Stello assiste à la messe, Roger Madsen décide de se rendre à Harrisburg. Il quitte Washington bien décidé à arriver à 3 Mile Island avant Jimmy Carter. En arrivant à l'aéroport, il tombe sur Harold Denton et Victor Stello, venus attendre l'hélicoptère présidentiel. Roger Madsen arrive et se retrouve face à face avec son collègue de la NRC, Victor Stello, qui lui tombe dessus fou furieux. Madsen, espèce de salaud, tu n'as pas honte de faire circuler ces rumeurs de bulles d'hydrogène prêtes à exploser? Et Madsen lui répond, Victor, cette bulle est prête à exploser. Il faut être idiot pour ne pas s'en apercevoir. Ils continuent tous les deux à s'engueuler au beau milieu du hangar d'arrivée. Harold Denton devait être dans ses petits souliers. C'était lui l'envoyé spécial du président. Il attendait Jimmy Carter et sa femme d'un moment à l'autre. Et deux de ses meilleurs spécialistes du nucléaire étaient en train de s'étriper en public, l'un affirmant que tout allait sauter et l'autre que non. Quelques minutes plus tard, l'hélicoptère de Jimmy et Rosalind Carter se pose sur le tarmac. Pour Harold Denton, c'est l'heure de vérité. J'ai expliqué au président ce que je savais de cette bulle et de l'éventuelle formation d'un mélange explosif, en essayant de lui présenter les deux thèses en présence et en lui disant que nous n'avions pas vraiment réussi à trancher. Carter se retrouvait directement sur la sellette. Que pouvait-il faire? S'il repartait pour Washington, alors qu'il était venu pour rassurer l'opinion publique, le message était on ne peut plus clair. Il a pris la seule décision raisonnable à ses yeux. Il s'est quand même rendu à la centrale. Ils ont donc quitté l'aéroport de Harrisburg pour se rendre en cortège jusqu'à 3 Mile Island, en empruntant la route qui longe le fleuve. C'était extraordinaire. Les gens étaient paumés et cherchaient à comprendre. On leur avait dit qu'il fallait absolument partir, puis qu'ils pouvaient rester, qu'il n'y avait rien à craindre. On leur avait dit que les femmes enceintes devaient partir, pas les autres. On leur avait dit tout et son contraire, partez, ne partez pas, la centrale va exploser, non, c'est faux. Et ils voyaient soudain arriver le président des États-Unis en personne. Il venait inspecter lui-même avec tout son entourage cette centrale maudite. Les gens ont applaudi sur tout le parcours pour le remercier d'être avec eux. Je me souviens qu'on nous avait donné à tous des espèces de petites bottes jaunes à passer sur nos chaussures.
C'était pour nous protéger de l'eau radioactive qui avait inondé le sol de la centrale. Nous sommes entrés dans l'enceinte et nous avons pris place à bord d'un bus qui s'est dirigé vers la centrale proprement dite. Nous sommes descendus du bus et on nous a conduits à la salle de contrôle. C'était bizarre. C'était le dimanche matin, un peu plus de 4 jours après l'accident, à l'endroit exact où tout avait commencé. Dans un bureau situé juste devant la centrale, Victor Stello et Roger Madsen continuent de se pencher sur la thèse de l'explosion. Victor Stello tente en vain depuis 2 jours de démontrer que son collègue se trompe. En fin d'après-midi, il finit par trouver la faille du raisonnement de Roger Madsen. Ils avaient utilisé une mauvaise formule. La bulle d'hydrogène n'avait jamais menacé la centrale. Ce qui m'étonne le plus, c'est le nombre de personnes au sein de la NRC, à 3 Mile Island et dans les divers cabinets de consultants et d'ingénierie, qui ont examiné ces calculs sans se rendre compte que cette formule était erronée. Physiciens et ingénieurs pouvaient enfin procéder à une évaluation correcte de la situation. Mais sur l'île, un nouvel incident venait de se produire. À notre retour à l'entrée du site, nous avons rendu les appareils enregistreurs de rayonnement. Le président a lu le sien, le chiffre était très élevé, 78 millirem. J'ai cru que j'allais avoir un arrêt cardiaque. Mon Dieu, j'ai emmené le président des États-Unis dans un milieu contaminé. J'ai alors regardé le mien, qui m'avait été fourni par la NRC, et il indiquait 0. En fait, le personnel de la centrale avait été tellement débordé les jours précédents qu'il n'avait pas eu le temps de remettre à 0 tous les détecteurs remis aux gens qui pénétraient sur le site. Les contrôleurs se contentaient de relever le chiffre d'entrée et le chiffre de sortie et de faire la différence. Pour eux, c'était vraiment un incident sans gravité, mais je peux vous dire que pendant un court instant, l'émotion a été très vive parmi les passagers du bus présidentiel. Ils étaient tous persuadés qu'ils avaient été irradiés. Et je crois qu'à ce moment-là, le président Carter a commencé à douter non seulement de l'industrie nucléaire, mais également de mes compétences. Lorsque Jimmy Carter quitte Harrisburg, il sait que tout danger est écarté. Sa visite marque la fin de la crise. Après 5 jours de peur et d'angoisse, ceux qui ont fui commencent à rentrer chez eux. Les autorités ont annoncé que le rayonnement libéré lors de l'accident avait été extrêmement faible. Il faudra cependant attendre des années pour que tout le monde soit complètement rassuré. Sur le site, un mur de plomb est construit autour du réacteur endommagé. L'hydrogène est progressivement purgé de la cuve. 1 mois après le début de l'accident, le réacteur numéro 2 est définitivement fermé. Il est évident que je n'oublierai jamais le sentiment d'impuissance, l'incertitude et les moments de terreur absolue que peut susciter un incident comme celui qui est survenu à 3 Mile Island. Je n'oublierai pas non plus le sentiment de libération qui a accompagné la fin de cette crise. Trois ans plus tard, une caméra télécommandée est descendue dans le cœur du réacteur accidenté. Les experts vont enfin pouvoir constater de visu l'étendue des dégâts. Je me souviens très bien de ces images. On voyait la caméra descendre dans le cœur et on entendait la voix de l'opérateur qui dirigeait le robot. 60 cm. On approche 90 cm. Et à mesure qu'il descendait, je sentais mon estomac se nouer. On approche 1,50 m. Oh, j'aperçois quelque chose. Le cœur avait disparu sur une hauteur de 1,50 m. Là, nous avons vraiment pu constater que le cœur avait été sérieusement endommagé. Il y a eu fusion à 3 Mile Island. Ce n'était pas le syndrome chinois, mais le cœur est bien entré en fusion. Il a fondu ou a été détruit à 50%.
Une vingtaine de tonnes d'uranium ont fondu pour aller se déposer au fond de la cuve. C'est ce qu'on appelle une fusion du cœur du réacteur, sans l'ombre d'un doute. À la suite de cet accident, de nouvelles normes de sécurité et de nouvelles procédures furent adoptées dans toutes les centrales américaines. Mais le nucléaire ne se remit jamais de ce terrible coup porté à son image. Depuis 3 Mile Island, pas une seule commande de centrale atomique n'a été passée aux États-Unis.